important carré clé pour les trains de marchandises Chine-Europe. Le port terrestre international d'Urumqi est une plaque tournante cruciale reliant l'espace économique de l'Asie et de l'Europe. En outre, il est un centre logistique sur le passage de l'ouest des trains de marchandises Chine-Europe, offrant une connectivité avec l'Asie centrale et occidentale, ainsi qu'avec le continent européen. Au cours des 6 premiers mois de l'année, environ 700 trains de marchandises Chine-Europe ont traversé le Xinjiang et 70% d'entre eux sont passés par ici. Au cours des dernières années, la mise en place d'un guichet unique de dédouanement des marchandises a permis de rationaliser les opérations. Une innovation qui a permis de réduire le temps de dédouanement des marchandises à seulement 1 heure. Auparavant, en l'absence de guichet unique pour le dédouanement des marchandises, les entreprises devaient s'adresser à différents services pour les procédures, notamment les services des douanes, du chemin de fer et du transport routier international. Avec la configuration actuelle, elles peuvent traiter efficacement toutes les procédures en un seul endroit, ce qui garantit une exécution rapide. En plus d'accélérer le dédouanement sur place, les services en ligne ont également permis aux entreprises de provinces lointaines de demander plus facilement le dédouanement des marchandises. Pour les clients situés en dehors d'Urumqi, l'ensemble du processus peut être réalisé en ligne de manière transparente, ce qui élimine toute intervention manuelle. Il s'agit notamment de tâches telles que la réservation de l'espace de stockage et le paiement des règlements. À l'avenir, le port terrestre prévoit de créer d'autres centres aux fonctions diverses afin d'offrir aux entreprises des services encore plus accessibles pour l'exportation de leurs produits. D'ici 2025, nous souhaitons développer un centre d'affaires et de commerce où les entreprises pourront présenter leurs produits ainsi que des usines normalisées et un parc industriel dans le cadre de nos efforts d'expansion. L'activité a considérablement augmenté du fait de ces mesures. Les données du port terrestre montrent que plus de 19 000 camions de marchandises sont passés par le port l'année dernière, soit 2 fois plus qu'en 2021, et que plus de 1000 trains de marchandises Chine-Europe ont circulé, soit une augmentation de 7,5% en glissement annuel. Ces hommes d'affaires pakistanais se trouvent dans le district chinois de Taxkorgan, près de la frontière, où ils achètent des billets de bus pour rentrer chez eux. Ils font régulièrement du commerce en traversant le port terrestre de Khunjerab. Le volume des importations et des exportations passant par le port de Khunjerab se situe entre 40 000 et 90 000 tonnes par an. Les importations quotidiennes sont environ 4 716 tonnes par jour. Depuis 2019, la Chine a mis en place une zone commerciale frontalière attitrée afin de permettre aux hommes d'affaires de régler des transactions de plus en plus importantes. Après une interruption de 3 ans pendant l'épidémie de Covid-19, la zone est officiellement entrée en service cette année. Ceci est du selgem de l'Himalaya importé. Cette année, de juin à juillet, nous avons reçu 8 cargaisons représentant 35 tonnes. Outre le selgem, il y a aussi des objets artisanaux en cuivre et en bois ainsi que des tapis. Chaque commerçant se voit attribuer un quota de commerce hors taxe d'une valeur d'environ 1 100 $ par jour. La commodité croissante de ce lieu commence à attirer des exportateurs pakistanais qui avaient l'habitude d'expédier leurs marchandises vers la Chine en empruntant une route maritime beaucoup plus longue. C'est la première fois que nous utilisons cette frontière. Le mois dernier, nous avons apporté 27 tonnes de quartz brut. C'est notre première commande. À l'avenir, nous prévoyons d'en acheminer 1000 tonnes. Comment trouvez-vous la voie terrestre par rapport à la voie maritime ? Par la mer, c'est long. Par la route, c'est plus rapide. Cette année, alors que les autorités s'efforcent d'améliorer le confort des entreprises grâce à de meilleures infrastructures, un nouvel aéroport à usage civil a été ouvert près de la frontière. De nombreuses habitations de la localité de Bandamaji Itanda
ont subi ce débordement de l'eau, mais celle de la famille de Gaulle a été beaucoup plus submergée. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Les meubles, matelas, valises de vêtements ont été inondés. On n'arrive même pas à distinguer les chambres de cette maison et le dehors. Des agents de la direction de la sécurité civile sont intervenus pour porter main forte à la population locale. Selon ce jeune, l'inondation serait artificielle. À cause d'un mur qui est à Kandahani, en militaire, qui est juste à côté de nous. Bon, ce mur-là, il y a une partie du mur qui s'est écroulée et à cause de ça, il y a beaucoup d'eau qui passe à travers cette fissure-là. Et à cause de ça, l'eau est rentrée partout ici dans nos maisons, partout à la cuisine, dans les chambres, partout. Parce que l'eau a ramené une pression énorme. Du coup, ce phénomène-là, ça ne s'est jamais passé ici, dans cette zone-là. Et on était là avec la COSEP ce matin pour trouver une solution d'arrêter l'eau, de rentrer à l'intérieur de la maison. Mais ce n'est pas garanti parce qu'on a juste mis des sacs de sable à côté, partout, des morceaux de tôle par-ci par-là, mais ce n'est pas garanti. Donc il faut qu'on trouve une solution pour empêcher l'eau de faire encore des dégâts parce que si on n'arrive pas à trouver une solution de rétablir un nouveau mur depuis Kandahani, à chaque fois qu'il y aura des pluies, toutes nos maisons seront inondées. Cette maison en envahissement d'eau a été aménagée pour un grand mariage le 8 septembre prochain. Les propriétaires et la population de Bandamaji Tsandra sollicitent une solution efficace pour mettre un terme à ce phénomène. Au début du mois, la Chine a intensifié ses efforts pour attirer les investissements étrangers, le Conseil des affaires d'État du pays ayant dévoilé 24 mesures spécifiques visant à accroître le flux entrant. Pour la Chambre de commerce britannique du Guangdong, qui a récemment mené une enquête auprès de ses membres sur la façon de faire des affaires en Chine, les nouvelles lignes directrices pourraient potentiellement renforcer la confiance des investisseurs. À l'échelle macroéconomique, que recherchent les entreprises britanniques lorsqu'elles reviennent faire des affaires en Chine? Et quels sont les domaines dans lesquels vous les avez vus réussir? Tout d'abord, je dirais que, d'après ces enquêtes, l'optimisme est beaucoup plus grand cette année que par le passé. Nous avons interrogé les gens à la fin de l'année 2022, puis nous avons refait l'enquête le 23 avril en raison de la réouverture. 76% des entreprises britanniques étaient optimistes. Beaucoup de gens s'intéressent à l'économie chinoise en raison de la croissance de la consommation que le gouvernement essaie de promouvoir, à l'ampleur du marché et aux opportunités qui s'offrent à nous. Le secteur du commerce électronique s'est beaucoup ouvert en Chine, notamment en ce qui concerne la possibilité de livrer des marchandises dans des zones de libre-échange, puis d'avoir des marchandises dans une zone de libre-échange en Chine. Elles sont ensuite vendues en Chine une par une. C'est quelque chose que beaucoup d'entreprises britanniques ignorent. Et je pense qu'il faut l'expliquer plus clairement. C'est possible. Vous pouvez vendre vos produits en Chine par l'intermédiaire de ces zones de libre-échange. Arrivé en Chine en 2005 après avoir obtenu son diplôme de comptable, Mark Clayton a apporté son expertise à Zhuhai, travaillant dans le secteur de consultation et aidant les entreprises britanniques à naviguer sur le marché chinois. Finalement, la société pour laquelle il travaille a doublé sa présence dans le pays dans le but de se transformer en même temps que le marché local. La profondeur des chaînes d'approvisionnement en Chine est très difficile à reproduire. D'après mes recherches sur le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde et d'autres pays, il est vrai qu'il est possible de s'approvisionner dans ces pays, mais la fabrication proprement dite, l'ajout d'une forte valeur ajoutée, je ne pense pas que cela soit possible avant un certain temps. Quant aux autres entreprises britanniques, Mark Clayton estime qu'une plus grande clarté contribuerait grandement à renforcer la confiance. Ce qui ressort, c'est l'égalité des conditions de concurrence. Mais deuxièmement, il y a aussi la clarté de la réglementation.
Ainsi, il peut y avoir une réglementation qui est très bonne pour les entreprises chinoises et les entreprises britanniques, mais les entreprises veulent que les choses soient claires, qu'elles soient claires comme de l'eau de roche, qu'elles sachent de quoi il s'agit, et ensuite comment opérer avec cela. James Cleverly est le premier ministre britannique des Affaires étrangères à se rendre en Chine depuis 5 ans. Bien que l'on suppose qu'une grande partie de son voyage vise à rééquilibrer les liens entre les deux parties, une éventuelle coopération économique et commerciale serait certainement bien accueillie par les milieux d'affaires. Ces derniers jours, un certain nombre de médias occidentaux ont cité le rapport de l'AIEA de 140 pages et surtout l'avant-propos de son directeur général qui est très court, seulement 1 page. Mais apparemment, ces journalistes ont manqué de patience et tiré des conclusions hâtives sans lire jusqu'à la fin de cet avant-propos. Mais celui-ci est essentiel pour comprendre la position délicate de l'AIEA. En lisant jusqu'à la fin, le pessimisme ressort en filigrane, je cite. Enfin, je tiens à souligner que le rejet de l'eau traitée stockée à la centrale de Fukushima Daiichi est une décision nationale du gouvernement japonais et que ce rapport n'est ni une recommandation ni une approbation de cette politique. Fin de citation. Une décision nationale du gouvernement japonais. Vous entendez? Ça veut dire que c'est le gouvernement japonais qui a décidé seul du rejet, pas l'AIEA. Balancer ces choses engombrantes, inutiles et nocives dans l'océan, c'est la seule décision du gouvernement japonais. Avec cette décision égoïste, le fardeau japonais est devenu celui de toute la planète et surtout celui des poissons et tous les êtres vivants dans l'océan Pacifique. Ensuite, pour garder une plus grande distance de sécurité avec le gouvernement japonais, qui est égoïste et irresponsable, le directeur général de l'AIEA a précisé que ce rapport n'est ni une recommandation ni une approbation de cette politique japonaise. Ni une recommandation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une solution appréciée par l'AIEA, ni une approbation de cette politique. Que faut-il comprendre? Il faut rappeler un peu le contexte. Le contexte, c'est que l'AIEA n'a pas participé à l'élaboration du projet pour se débarrasser de cette eau stockée à la centrale de Fukushima. L'AIEA a été mise au pied du mur devant les propositions du Japon qui n'avaient pas pris la peine de présenter plusieurs solutions sur la table. Il n'y avait qu'une, celle du rejet dans la mer. L'AIEA devait faire avec, c'est-à-dire évaluer la dangerosité de cette solution qui est aussi la plus confortable pour TEPCO, l'exploitant de la centrale Fukushima, mais aussi pour le gouvernement japonais. Le rejet de l'eau contaminée a déjà commencé. Il durera des années, le temps de démanteler cette centrale gravement endommagée en 2011. Espérons que l'AIEA honorera ses engagements comme son directeur général l'a promis vers la fin de son avant-propos, être présente avant, pendant et après le rejet des eaux. La crédibilité du gouvernement japonais, elle, est déjà tombée dans les eaux contaminées. Le marché de gros aquatique de Jianyang, dans le district de Baoshan, approvisionne près de 70% des restaurants japonais de la ville. Les produits aquatiques importés du Japon représentent près de 3% du total des importations de produits de la mer. De nombreux produits de la mer japonais, dont l'oursin et le thon, ont été retirés des rayons. Nous vendons rarement des produits de la mer en provenance du Japon. Ces crevettes grises sont importées de Russie et du Canada. Les goguets Saint-Jacques proviennent de fournisseurs nationaux de produits de la mer, qui peuvent remplacer les produits japonais. Ce supermarché situé dans un centre commercial du district de Surhui propose toutes sortes de produits aquatiques importés, mais seuls 3 d'entre eux proviennent du Japon. Ils ont été produits en janvier ou en mai de cette année. Les acteurs du secteur disent que les supermarchés de fruits de mer importent la plupart des produits comme le saumon et le thon de Norvège et du Chili. Nombre d'entre eux ont cessé d'importer des produits de la mer du Japon il y a 2 mois. De nombreux restaurants japonais ont également déclaré qu'ils avaient déjà cessé d'acheter des produits de la mer en provenance du Japon et s'étaient tournés vers d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. Nous avons toujours importé du saumon de Norvège plutôt que du Japon. Nous importons également des produits aquatiques d'Espagne depuis que le Japon a commencé à rejeter de l'eau contaminée par le nucléaire.
Li Shuguang, professeur de nutrition et d'hygiène alimentaire, a indiqué que les produits aquatiques avaient fait l'objet de contrôles stricts des indicateurs radioactifs avant d'arriver sur le marché, de sorte que les consommateurs n'aient pas à s'inquiéter pour leur sécurité.